Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement a lancé le premier rapport qui révèle des chiffres réels au Québec de cette réalité rarement associée aux hommes. Ce rapport, qui présente également les conséquences que ce type de violence a sur les hommes, dit qu'au Québec, un homme sur 5 et un homme sur 10 aurait vécu une agression sexuelle au cours de sa vie. Karine Vallière est la directrice de l'organisation ENFAS à Victoriaville, un organisme sans but lucratif qui aide des hommes et adolescents ayant subi des abus sexuels. Cet organisme a fait partie du travail de recherche pour ce rapport réalisé pour la première fois après 25 ans. Bienvenue. Madame Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, parlez-nous un peu de l'organisation ENFAS. Quel est l'objectif envers les hommes qui sont victimes des abus sexuels? Oui, ENFAS, en fait, on est un organisme qui donne soutien aux hommes et adolescents victimes d'abus sexuels dans l'enfance ou à l'âge adulte depuis maintenant 10 ans sur le territoire Mauricie-Centre du Québec. En fait, on donne du soutien individuel, du soutien de groupe également. Puis, on aide aussi leurs proches, en fait, toute personne significative dans leur vie, là, dans le fond, à mieux vivre avec, dans le fond, les conséquences là, reliées aux abus qu'ils peuvent avoir subis. Là. Oui. Et quels sont les points de service? Comment vous faites justement pour gérer les cas dans la région? Oui, bien, en fait, on est principalement situé à Trois-Rivières, mais depuis janvier de cette année, on a ouvert 4 nouveaux points de service, dont un à Victoriaville, un à Drummondville, un à Shawinigan et un à Latuc. Donc, on couvre vraiment l'entièreté du territoire. Pourquoi on est venu à ouvrir d'autres points de service également? Bien, la particularité, entre autres, des hommes, souvent, ils attendent mini-mois avant de demander de l'aide. Puis quand ils trouvent enfin le courage de le demander, bien, c'est ici, maintenant. Donc, on n'a pas de liste d'attente. On essaie de répondre rapidement à la demande. Puis, le fait d'avoir justement différents points de service, bien, on a une plus belle flexibilité d'horaire là, pour les recevoir rapidement. Là. Et plus ou moins, combien des organisations dans la région ont comme objectif aider les hommes qui sont victimes des abus sexuels? Bien, en fait, on est la seule ressource en Mauricie-Centre du Québec là, pour donner du soutien justement aux hommes et adolescents. Il existe au Québec, par contre, quand même un peu. Il y a 2 autres organismes qui ont la même mission que nous. Là, le CHAZ qui est à Sherbrooke et le CRIFAS qui est à Montréal. CRIFAS est le premier organisme qui a vu le jour là, il y a une vingtaine d'années environ. Donc, principalement, là, bien, sur le territoire, c'est nous là, qui sommes l'organisme qui offre des services pour eux. On travaille beaucoup en collaboration avec différents organismes, par exemple, là, souvent par référencement aussi, là, que les hommes vont se retrouver dans leur service, puis qu'ils vont nous contacter, puis on va également travailler avec eux. Là. Et ça fait combien de temps que le sujet ou la problématique des abus sexuels aux hommes a commencé à être comme important pour la région? Bien, je vous dirais que j'aimerais apporter une statistique quand même assez flagrante. Là. Les abus chez les femmes, on dit que c'est une femme sur 3 qui va subir un abus sexuel au cours de sa vie. Chez les hommes, ça serait un homme sur 6. Ça, c'est ceux qui l'ont mentionné. Ça reste que l'abus sexuel chez les hommes, c'est un des délits qui est le moins divulgué au niveau de la justice. Donc, je dirais que le mouvement MeToo de 2018 a quand même, je peux dire qu'on a quand même un peu surfé sur cette vague-là, là, qui fait que la population générale est devenue plus interpellée par toute la problématique des abus sexuels. Il y a également le rapport Rebâtir la confiance qui a été fait par le gouvernement du Québec, qui a eu 190 recommandations pour aider justement là, et soutenir les victimes d'abus sexuels au Québec. C'est certain que au niveau des hommes, je dirais que là-dessus, il y avait quand même quelques lignes peut-être plus spécifiques à eux. Là. Il y a quand même un travail à faire au niveau de la reconnaissance des abus sexuels chez les hommes. Je dirais que ça, entre autres, aide beaucoup quand même à justement favoriser là, la demande d'aide chez les hommes.
j'ai le bonheur de dire que en 10 ans, on a quand même passé... Un homme, ça prend en moyenne entre 20 et 30 ans, des fois 40 ans avant qu'il en parle. Là, c'est très relié à la honte. Comme souvent je dis, chez les hommes, les abus sexuels, c'est un tabou, mais les abus sexuels chez les hommes, c'est un tabou dans le tabou. Donc, c'est un défi de plus pour eux pour demander de l'aide. Puis en 10 ans, justement, on a fait baisser, dans nos statistiques, en tout cas chez Emphase, c'était une moyenne de 35 ans avant qu'un homme demande de l'aide. Maintenant, on est descendu à 27 ans. Tout ça, entre autres, parce qu'on fait beaucoup de la sensibilisation aussi. Autant dans les écoles, à la population générale, dans d'autres organismes, les gens qui ont à travailler avec des hommes également, d'être attentifs, dans le fond, aux particularités de ces hommes-là. Donc, c'est un travail encore de longue haleine à faire, mais j'ose croire qu'on va dans le bon sens, là, parce que les chiffres commencent tranquillement, pas vite, à le démontrer, là. Oui, et avant de spécifier plus sur les chiffres, sur tous les détails, j'aimerais savoir la différence, parce que c'est important de dire la différence entre la violence en général contre les hommes et justement la violence sexuelle. Et quelle est la différence quand on peut parler de violence sexuelle? Je vous dirais que chez les hommes, les abus sexuels, ça arrive principalement entre l'âge de 6 et 12 ans. C'est souvent introduit sous forme de jeu, d'initiation à la sexualité. C'est rarement violent. C'est presque toujours par un membre de la famille ou quelqu'un de proche. Quelqu'un qui aurait, dans le fond, ils ont souvent, dans un moment de vulnérabilité ou qui avait confiance en cette personne-là, dans le fond, il y a une situation justement comme ça qui s'est produite. Puis suite à ça, il y a beaucoup de honte reliée à ça parce qu'il y a encore tout ce qui est relié à ce qu'on véhicule comme masculinité dans la société, c'est qu'après un homme, ça se doit d'être fort, ça devrait savoir se défendre. Puis la victime dans tout ça se questionne à dire... tu sais, comment ça, j'ai pas été capable de me défendre. J'ai eu des réactions physiques, coudonc, j'ai-tu aimé ça? Puis pourtant, c'est pas relié à ça. Il y a toute la honte, justement, reliée à ça. Puis, tu sais, suite à ça, dans la demande d'aide, tu sais, les hommes, vu qu'on n'en parle pas beaucoup, ben ils ont l'impression que, même entre eux, qu'ils sont seuls, que ça n'existe pas. En fait, donc d'en parler justement, puis d'avoir un lieu spécifique, dans le fond, d'un organisme spécifique qui comprend, dans le fond, comment ils vivent, comment les hommes vivent suite à ces abus-là, dans le fond, comment qu'ils expriment cette colère-là, des fois, qui est pas nécessairement une violence, tu sais, qui exprime la colère et tout ça. Des hommes... Ça n'aime pas nécessairement avoir du soutien formel aussi. Si on s'adapte à ça. Ça arrive des fois un de nos intervenants va aller prendre une marche avec un homme parce que, justement, c'est trop confrontant pour lui d'afficher officiellement qu'il veut demander de l'aide. Donc, on s'adapte avec ça. Il y a le fait qu'il y a une méfiance d'eux envers le système de la justice aussi parce que c'est principalement représenté comme la femme victime et l'homme agresseur. Par contre, il y a quand même un homme sur 4 qui dit d'avoir été victime par une femme dans l'enfance, donc ou même à l'âge adulte. Donc, tu sais, il y a quand même, moi, le message que je pense qu'il est important de dire, c'est qu'il y a des victimes, femmes et hommes, il y a des auteurs, femmes et hommes. C'est sûr que la prévalence est différente, mais ces victimes-là, ils ont le droit de se faire entendre aussi puis d'obtenir du soutien vraiment spécifique à leur identité de genre, en fait. Là. Oui, bien sûr. Mais et quelles actions, Madame Karine, on peut dire que c'est des violences sexuelles? Est-ce que toucher ces violences sexuelles ou c'est la pénétration, clarifier un peu des... C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'avec nos hommes, on utilise rarement agression sexuelle parce que
ils sont pas capables de facilement d'identifier ce qui s'est passé comme une agression parce que pour eux, c'était pas violent. Tu sais, c'est pas tout le temps qu'il y a eu une pénétration, là, donc, mais tu sais, des violences sexuelles, ça peut être vraiment, il y a un large spectre là-dessus, en fait, là, c'est un enfant qui peut être exposé à de la pornographie très jeune, ça peut être finalement juste avoir quelques parties du corps qui sont touchées, en fait, mais dès qu'on respecte pas ben, je peux pas dire consentement parce qu'à cet âge-là, il n'y en a pas de consentement, en fait, là, mais en fait, c'est faire un acte contre le gré d'une autre personne. Puis quand il y a aussi une notion d'autorité, en fait, là, au travers de tout ça. Donc, c'est très large, là, tout ce qui est, dans le fond, on parle plus d'abus sexuels et les hommes se reconnaissent plus là-dedans qu'agression sexuelle, en fait, là, mais comme je vous dis, ça peut être des fois... c'est ça. Le spectre est très large et c'est pas nécessairement, il faut juste redonner que c'est pas nécessairement qu'il y a eu justement, là, dans le fond, qu'il y a eu pénétration ou tout ça, là, dans le fond. Là. Puis ça, c'est justement tout ce qui est relié quand même à ces moments-là. Comme je dis, ça reste souvent longtemps caché dans la tête et l'esprit de l'homme qui vit avec ça depuis plusieurs années. Puis ça s'exprime après de différentes manières, tu sais. Suite à ça, des fois, il y a des difficultés d'attachement, il y a de l'hypervigilance, en fait, avec leur entourage, difficulté à créer justement des relations. Ça peut être la dépendance, ça peut être après se tourner vers de la criminalité. Le spectre est encore une fois très large. Là. Puis les hommes font rarement le lien, après autant d'années, de la cause initiale qui les a apportés justement à trouver des mécanismes de défense, en fait, et oui, c'est un peu ça que je peux dire, dans le fond, là, de trouver des mécanismes de défense pour un peu survivre à ce qui leur est arrivé quand il était enfant, en fait. Là. Et quelles sont les raisons, et on peut dire les déclencheurs les plus courants pour lesquels un homme peut être abusé sexuellement? Quelles sont comme les situations que vous voyez qui sont les plus courantes? Bien, comme je mentionnais tantôt, c'est principalement intrafamilial ou personnes proches, presque toujours. C'est encore une fois, le moment de vulnérabilité, que l'enfant fait confiance à un adulte et suite à ça, au début, ils ne se rendent même pas compte que c'est nécessairement ça parce que, comme je dis, c'est une introduction des fois justement à la sexualité, c'est un jeu, puis ils ont de la misère à faire la différence que la personne me donne l'attention, est gentille avec moi, mais c'est je sens que c'est pas correct, par exemple. Donc, tu sais, que quand ils sont jeunes, des fois, on sait pas... comment je pourrais dire ça? Le lien se fait pas automatiquement, dans le fond. Donc, je dirais que c'est principalement comme ça. Ouais, c'est dans des contextes comme ça, je dirais que la plupart du temps, on voit ça. Puis souvent, les hommes, en fait, qui arrivent dans nos services... ou qui sont même dans d'autres services, en fait, c'est des traumas à l'enfance, en fait, qui ont subi. Puis souvent, ça vient pas seul. Ceux qui ont subi justement des traumas reliés à des abus sexuels, bien, des fois, ils en ont souvent 3, 4, 5 également, reliés à de la négligence familiale. Ils ont été témoins de violence. Donc, c'est souvent... malheureusement plusieurs choses qui viennent ensemble. Puis les traumas à l'enfance, bien, ça façonne leur manière de se développer, de voir le monde suite à ça. Donc, il y a un homme sur 5 qui termine justement en prison, qui a été victime d'abus sexuels dans l'enfance. Donc, il y a quand même une part de comment je pourrais dire ça, il y a un facteur de risque après ça là, qui fait en sorte que le risque est encore plus grand après finir au niveau de la criminalité là, dans tout ça. Là. Oui. Et aussi, c'est la première, on va parler dans cette occasion sur les études qui est sortie, parce qu'il dit qu'après 25 ans, c'est la première fois qu'on peut avoir des chiffres réels de violences sexuelles contre les hommes ou envers les hommes dans la région. Quels ont été les défis, Madame Karine? Qu'est-ce que ça a été difficile justement pour pouvoir avoir des informations sur ce sujet?
Ben, comme j'expliquais, entre autres, les hommes, naturellement, encore, malheureusement, ils veulent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas l'instinct de... Ils ont de la difficulté à montrer leur vulnérabilité et dire « je vais aller chercher de l'aide pour moi ». Donc, ensuite, après, pour recueillir des informations, évidemment, puis les statistiques, ça repose un autre défi suite à ça. Il y a par contre une chercheure, Natacha Godbout, dont on collabore avec depuis cette année, qui recueille l'information spécifiquement en victimisation chez les hommes. Donc, les hommes, maintenant, qui rentrent dans les services, ont un questionnaire qu'ils remplissent justement là, pour, en fait, de leur situation là, au tout début de leur demande d'aide. Puis, là, je pense qu'on est rendu environ à 600 hommes qui ont rempli ce questionnaire-là. De plus en plus, ça nous donne des vraies données réelles et actuelles des hommes, justement, là, en victimisation qui rentrent dans nos services. Là. Donc, ça, c'est quand même intéressant là-dessus. Puis, ça reste que quand même aussi... le ROCAS, qui est né depuis 2020, en fait, qui est le regroupement des organismes communautaires, regroupement des organismes québécois en abus sexuels chez les hommes, qui, encore une fois, fait une recensation, en fait, maintenant de l'offre des services, en fait, des organismes sur le territoire du Québec et, veut pas, qui porte une voix beaucoup plus provinciale et politique là, pour représenter justement là, les hommes qui sont victimes d'abus sexuels, là, qui, je pense, qui nous aident aussi, puis avoir un bon portrait de la réalité de nos hommes dans nos services là, et des besoins aussi qu'on a besoin en ce sens-là, dans le fond. Là, c'est sûr que ça reste tout le temps une question de financement, là, qui est un peu tout le temps notre cheval de bataille, là, mais on a la chance d'avoir une équipe motivée, en tout cas chez nous, qui fait en sorte qu'on fait des beaux petits miracles, mais voilà, ouais. Oui, justement, je voulais parler des soutiens financiers et à quel point a été difficile de réussir à faire face à cette problématique, même si les soutiens, c'est pas bon. Bien, en fait, c'est sûr qu'on est financé à la mission. C'est sûr que ça ne couvre pas l'entièreté de nos frais là, au travers de ça. Donc, c'est sûr qu'on fait des pieds et des mains pour aller chercher du financement au niveau des projets qu'on peut aller chercher, là, qui sont des fois des appels de projets qui descendent, mettons, en violence sexuelle, tout ça, qui sont possibles. Donc, on dépose des projets. C'est sûr qu'en parallèle, on travaille fort aussi pour les mener à terme, en plus de notre soutien qu'on donne à nos hommes, mais c'est comme ça qu'on réussit à donner un bon soutien puis être présent sur le territoire, en fait. Là. Puis, cette année, on est passé de 5 en fait, on était 4 personnes dans l'organisme, puis on se déplaçait avant sur le territoire. Mais depuis, justement, qu'on a ouvert des nouveaux points de service, on a on a embauché quelqu'un à la coordination des services. On a embauché 2 nouveaux intervenants également sur le territoire. Donc, on fait en sorte qu'on veut répondre présent là, quand les hommes demandent enfin de l'aide. Trouvent le courage de demander de l'aide. Ouais. Oui. Bon, vous avez donné déjà quelques chiffres, mais quels sont les chiffres plus importants qui a révélé justement cette étude que vous avez faite avec des autres organisations? Donc, les statistiques qu'on a présentement, ce serait un homme sur 6 à un homme sur 10 qui a été abusé sexuellement au cours de sa vie. Dans la communauté LGBTQ, là, la statistique montrait même à un homme sur 4. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est que c'est ceux qui l'ont dévoilé, en fait, là, parce que, encore une fois, les hommes en parlent très peu. Fait que peut-être que c'est même plus que ça. Il y a quand même aussi au niveau scolaire, mais je dirais plus cégep, université, tout ça, ce qui est entouré, ce qui est relatif encore aux initiations, dans les sports et le sentiment, la communauté de groupe, en fait, qui se passe là, à cet âge-là, là, qui peut avoir des violences sexuelles, mais encore une fois, qui est très tabou parce que le sentiment d'appartenance prévaut à la dénonciation, en fait, parce que à cet âge-là, c'est très important de faire partie de
justement d'un groupe et d'être reconnu par ses pairs. Donc, il y a tout un peu cette ambivalence-là entre les deux, là, de l'abus, mais de rester quand même dans ces groupes-là. Là. Et si on parle des portraits des besoins, bon, qu'est-ce qui, les rapports, bon, selon votre expérience, que c'est important de renforcer comme société pour attaquer ces problématiques? Bien, entre autres, je pense que c'est surtout d'avoir une neutralité quand on parle des victimes, pour que les victimes, dans le fond, autant féminines, mais autant masculines aussi, soient entendues et reconnues, puis qu'ils ne se sentent pas seuls là-dedans. Parce que, justement, moins on en parle, ils ont l'impression qu'ils sont seuls, puis que ça n'existe pas. Puis ça, je parle autant dans la population générale que dans les instances qui vont travailler avec les hommes, en fait, là. Donc, une plus grande neutralité, dans le fond, pour reconnaître une victime. Puis là, tu sais, à ce moment-ci, je parle au niveau des hommes, mais tu sais, je pourrais être en train de parler je pourrais dire des personnes mon Dieu, en fond, qui s'identifie à une personne trans. En fait, je pourrais parler pour quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. En fait, tu sais, il y a plein d'autres, comment je pourrais dire ça, il y a plein d'autres communautés, je peux peut-être les appeler de même, en fait, je ne sais pas trop, ou personnes, en fait, qui dans le fond, qui sont aussi des victimes dans tout ça, puis qui se doivent d'être reconnues, en fait, puis d'avoir le sentiment qu'ils ne sont pas seuls là-dedans, en fait, là. Et vous pensez aussi que c'est important de renforcer au niveau des formations des personnes, au niveau de comment est-ce que les gens, la sensibilisation aussi? Bien, il y a entre autres au Québec qui se donne la formation Intervenir auprès des hommes, en fait, qui est offerte en fait par le CIUS et il y a beaucoup d'intervenants qui vont la suivre et comprendre vraiment en fait, c'est pour avoir vraiment une bonne sensibilité de la réalité des hommes dans nos services et tout ça. Mais entre autres, chez Emphase, nous, on a monté 2 formations. On appelle la formation, nous, on l'appelle la formation adulte et la formation ado, parce que, justement, au niveau des personnes qui travaillent avec des hommes, en fait, on veut les outiller à bien recevoir un dévoilement, puis, dans le fond, être capable d'accompagner l'homme là-dedans, de le comprendre, puis de bien le référer vers nous. Donc, on a déjà beaucoup de personnes qui ont été formées là-dedans, en fait. Puis, depuis cette année, on donne également la formation trousse adolescent. Il y a quand même une particularité au niveau des adolescents, parce que c'est sûr que ça reste... C'est intimement relié avec toute le signalement, s'il y a lieu à faire, en fait, parce que la personne est mineure, en fait. Donc, on a formé des professeurs, des intervenants qui vont travailler justement avec des adolescents et tout ça. Donc, c'est encore une fois de bien comprendre la réalité d'un adolescent qui peut vivre un abus sexuel. Puis, en fait, on voulait être certain que la personne qui reçoit ça, parce que ça peut être très confrontant, puis il y a le fait aussi ils ont l'obligation légale de signaler, en fait, là, quand ils ont le dévoilement d'un abus sexuel. Puis souvent, on se rendait compte que ça freinait certaines personnes, puis ça les confrontait tellement qu'ils préféraient éviter de le faire, justement, et garder la confiance avec l'adolescent. Mais bref, c'était pas la bonne chose à faire. Donc, je pense que la bonne chose à faire pour même préserver la confiance à long terme avec l'adolescent, c'est de bien l'accompagner là-dedans. D'outiller la personne pour, justement, là, dans le processus, comment que ça va se passer et tout ça. Puis, en fait, c'est un peu une continuité après qui vont venir dans nos services suite après justement là, à ce signalement-là qui peut avoir été fait, en fait. Là. Et si un homme subit des violences sexuelles dans ces moments, comment il peut dénoncer et rester dans l'anonymat? Oui, bien en fait, ça, c'est important de le dire. C'est entre autres, premièrement, un homme qui va appeler directement dans nos services peut le faire par différents moyens. Il peut premièrement aller voir un peu nos services sur notre site Internet. On a un Facebook, on est pas mal sur tous les réseaux sociaux. C'est un service qui est gratuit.
Ça aussi, il faut le dire. Il n'y a pas de liste d'attente. Puis, suite à ça, dans le fond, il va prendre contact avec, même s'il laisse un message, peu importe, le retour va être fait maximum dans les 48 heures, jour ouvrable. Puis au téléphone, on va lui expliquer, en fait, là, que premièrement, il n'y a pas d'obligation de dénoncer son agresseur. Donc, déjà, ça rassure beaucoup d'hommes parce que la plupart ne le font pas, puis ils ne sont pas obligés de le faire, en fait. C'est un choix personnel, ça. Puis, suite à ça, on va lui expliquer le déroulement, justement, de la rencontre. Dans le fond, notre coordonnatrice lui explique, en fait, va lui expliquer nos services, va lui demander dans quelle région lui est, va lui informer sur son intervenant ou intervenante. En fait, il a le choix de prendre un homme ou une femme, selon sa préférence. Puis, suite à ça, c'est surtout de mentionner aussi que l'homme n'est pas obligé de parler spécifiquement de ce qui est arrivé au moment de l'abus, en fait. Ce qu'on veut travailler surtout avec lui, c'est le ici-maintenant. Quelles ont été les conséquences, dans le fond, de cet abus-là et comment, dans le fond, on peut l'outiller à mieux vivre avec ces conséquences-là, en fait. Donc, il y en a qui vont, un coup que la relation de confiance est établie de ça, il y en a qui vont en parler, mais tu sais, je veux rassurer justement que les hommes qui sont pas nécessairement obligés de parler spécifiquement de cet abus-là. Puis encore une fois, c'est sûr que la notion de confidentialité et sécurité est toujours établie. Dans le fond, la plupart de nos points de service, en fait, c'est des lieux où les gens, souvent, il n'y a pas de grosse affiche à l'extérieur. Donc, les gens, je parle comme à Trois-Rivières, c'est une bâtisse commerciale. Donc, les gens peuvent aller là pour faire leur impôt, pour aller à d'autres choses. Donc, les hommes aiment ça aussi, qu'ils sentent que justement, c'est confidentiel quand ils arrivent là. Puis, on les accueille vraiment dans des endroits qui sont chaleureux, qui nous ressemblent, qui sont humains, puis tout en étant professionnels. Puis encore une fois, c'est à leur rythme. Il y en a qui vont vouloir venir nous voir une fois par semaine. Il y en a qui vont vouloir venir une fois par mois. Il y en a qui ont besoin d'arrêter pendant l'été. C'est vraiment... Aussi, il y en a, après quelques rencontres, ils décident qu'ils veulent prendre une pause ou arrêter. C'est leur choix. En fait, on veut redonner le pouvoir à l'homme qui... il y a un moment dans leur vie, on leur a obligé de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie. À ce moment-ci, nous, avec notre soutien, on va leur offrir du soutien comme ils le sentent, à la hauteur de leurs besoins. Il n'y a pas de, justement, il n'y a pas d'obligation à respecter officielle, comment je pourrais dire ça, dans leur engagement. Là, on va à leur rythme selon leurs besoins. Ça aussi, c'est une spécificité chez les hommes, en fait, qu'on se doit de comprendre et respecter là-dedans aussi, là. Oui. Et aussi pour les parents, parce qu'on parle des enfants de 10 ans. Quels sont avant de dire où ils peuvent trouver l'information, quels sont les signaux, Madame Karine, les choses qu'ils peuvent dire, peut-être mon enfant est en train de mon Dieu, c'est tellement nombreux parce que je dirais autant chez l'homme, chez l'adolescent, ça se retrouve dans toute classe sociale, ça se retrouve dans tout... des fois, comportement, mais entre autres, c'est sûr, un enfant qui se referme sur lui-même, qu'on voit qu'il a perdu intérêt dans le sport ou ce qu'il avait comme intérêt là, d'activité et tout ça, en fait. Ça peut être des enfants, des fois, qui en viennent apporter 3-4 chandails supplémentaires, qui expriment une grande colère démesurée, des fois pour un événement qui des fois, qui fait peut-être pas de sens et tout ça. Ça peut être plein de... En fait, ça peut être plein de choses. Puis ce que je dirais plutôt aux parents, c'est si vous avez besoin de l'aide ou vous pensez peut-être qu'il peut être arrivé quelque chose, puis vous ne vous sentez pas à l'aise de comment aborder le sujet, c'est de nous appeler aussi. On peut vous aider là-dedans à aller, aller accompagner votre adolescent. On peut le rencontrer avec vous. On peut vous rencontrer, justement, à vous à part. On a créé le guide, justement, d'accompagnement pour les parents, là, qui vient de sortir cette année, qui a été distribué dans d'autres organismes aussi également, là, parce qu'il y a quand même le fait que le parent a un vécu. Le parent, il y a aussi des émotions qui viennent avec tout ça. Donc, c'est deux soutiens qu'on offre. Puis des fois, autant que des fois,
c'est des soutiens des fois qui vont être en parallèle, puis des fois, ça va être ensemble. Tout dépendamment, on va regarder comment ça va, mais c'est ça, il y a toute la complexité aussi que le parent peut vivre une très grande émotion au travers de ça, puis il faut recentrer un peu sur le besoin principal de l'enfant, mais d'accompagner aussi quand même le parent à comprendre son enfant, puis l'accompagner aussi là-dedans. Là. Fait que c'est tout cette... Je dirais que cette complexité-là, mais nous, on les accompagne bien là-dedans, puis on fait de la sensibilisation dans les écoles aussi, là, depuis peu à ce sujet-là, là, justement, au niveau des adolescents, mais c'est sûr qu'en école, on parle autant aux adolescents ou aux adolescentes. Justement, on veut une neutralité là-dedans, mais en fait, pour reconnaître que... Puis les jeunes, je dirais qu'ils sont allumés quand même, là, tu sais, eux-mêmes nous le disent, « Ah, on est content parce que... » Tu sais, on se demandait justement qu'est-ce qu'il y avait pour les gars. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir ça, puis ils ont une plus belle ouverture, peut-être un peu moins de stéréotypes peut-être que les anciennes générations. C'est un autre langage avec eux et tout ça, mais je pense que de travailler en amont, puis de ne pas les lâcher à faire de la sensibilisation, on va tendre à changer un petit peu le discours... Moi, je pourrais dire ça, dans la population générale, finalement. Là. Ouais. Et aussi, un petit message de recommandation, Madame Karine, pour éviter qu'un enfant soit victime ou qu'un adolescent soit victime. Quelles sont les recommandations? Éviter quel type de situation, éviter quel type de gens, je ne sais pas. Ben, je dirais que la plus belle chose, ça va être d'avoir une belle communication avec son enfant. T'sais. Ça va être de remarquer aussi, d'être sensible à ces changements. Comment, justement, d'être sensible puis d'avoir l'ouverture avec son enfant puis d'assurer la communication. D'être... je pense que c'est un travail autant de collaboration de société, mais à la maison aussi, j'ai 2 jeunes garçons, là, puis, tu sais, je suis contente quand ils arrivent à l'école, puis ils m'ont dit « Hey, maman, aujourd'hui, on a eu quelqu'un qui est venu nous parler de ça, puis, tu sais, j'entends la discussion avec eux, puis je leur fais parler de ça, donc... je pense que c'est ça, c'est d'avoir une ouverture puis une bonne communication avec nos enfants, puis autant, justement, les garçons, de leur faire comprendre que faut pas juste les éduquer à pas commettre des abus sexuels, mais il faut aussi les éduquer à comprendre que ça peut arriver à eux aussi, puis d'aller chercher de l'aide si ça arrive, parce qu'il ne faut pas qu'ils gardent ça là, toute leur vie, en fait. Là. Je dirais que j'irai avec ça. Où on peut trouver les informations de votre organisation, Madame Karine? Oui, bien, en fait, sur notre site Internet, justement, à Emphase MCQ. Il y a ensuite sur nos réseaux sociaux. Si jamais aussi quelqu'un veut communiquer directement par Messenger, les adolescents, ça marche beaucoup là-dessus. Mais même les hommes, des fois, juste prendre l'information, ça reste anonyme aussi, inquiétez-vous pas. On peut répondre à certains questionnements avant même de rentrer des fois dans nos services. Ça se fait. Évidemment, on peut appeler. Je dirais rapidement, c'est comme ça. Sinon, je rappelle, dans le fond, point de service, encore une fois, on a Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, Shawinigan et La Tuque. Téléphone? Oui, exactement. Téléphone dans le 819-519-4273. Il y a le courriel info aussi. Des fois, il y en a qui veulent envoyer un petit courriel parce qu'ils ont besoin d'informations concernant nos services et tout ça, mais ça va nous faire plaisir de leur en donner. Bon, un gros sujet. Merci beaucoup pour l'information, pour nous donner une petite connaissance sur ce sujet que c'est important d'en parler. Merci beaucoup pour le temps aussi. Bien, merci à vous de l'opportunité d'en parler. Merci. Jusqu'ici notre émission de l'érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur YouTube comme TVCE, Télévision communautaire de l'érable. Bonne semaine.